Alors on nous a demandé avec le groupe d'action des jeunes de la 13e et de la 6e circonscription de présenter un petit peu des thèmes qui nous semblent importants et préoccupants cette rentrée 2022, ainsi qu'avec le groupe Unifam de Marseille, qui est présenté aussi par mes deux camarades à ma droite. Alors, tout d'abord, on a jugé du coup pertinent de commencer cette table ronde autour d'un sujet qui nous semble préoccupant, le sujet de l'école, et qui vous préoccupe à vous aussi, j'imagine, en tant que prof, mais aussi, pourquoi pas, parents d'élèves et citoyens soucieux de notre avenir. Je partais sur un constat, c'est qu'il y a un véritable mal-être enseignant aujourd'hui, un mal-être qui est palpable. Je le suis moi-même, donc je le vois bien en salle des profs, un mal-être qui est palpable et qui est grandissant aussi. On a des émissions qui sont de plus en plus nombreuses. On est à 2600 émissions environ dans 2600, c'est ça, en 2021, contre à peu près 300 en 2009. C'est énorme. On a également du coup subi de la part de notre cher monsieur Blanquer une réforme du lycée qui est abominable. J'en parlerai tout à l'heure sur les effets qu'elle a eu notamment chez les lycéens. Et également du coup la mise en place de Parcoursup, qui est une horreur administrative. Le métier est aussi en baisse d'attractivité. On le voit bien dans les concours au CAPES, en maths, en allemand et en français latin. On le voit bien, du coup, il manque de plus en plus de profs à chaque fois, chaque année. Et également au CRPE, le concours du coup de recrutement des enseignants du primaire. Ça a des conséquences, tout ça, sur les élèves, avec cette réforme du lycée qui les prive de certaines matières, comme pour les maths. Mais également on les empêche parfois, par faute de moyens humains, de suivre des options et des spécialités. Voilà, je prends pour mon cas à moi, le latin, c'est 3% de lycéens qui le suivent en 2021. C'est ridicule. Et au-delà de ça, en Essonne, on a 900 lycéens qui sont aujourd'hui sans affectation, qui attendent, et à qui on a proposé de redoubler, non pas au lycée, mais en 3e, avec tout le poids moral que ça suggère, et également du coup le fait que pour l'entrée en seconde pro, ils ne seront plus prioritaires. Alors le ministère a quand même des solutions. Il nous a proposé du coup deux choses, des rustines pour moi. On a du coup eu recours à des contractuels. Alors je l'ai été contractuel, on est mal formé, on est mal payé, et on est surtout très très mal formé. On est vraiment recruté comme ça dans la rue à la sortie de l'établissement. Et on nous a promis également, en tant que prof, une valorisation des salaires, mais que pour les premiers échelons. On se souvient de la prime informatique de M. Blanquer, 150 €. Blanquer nous disait donc, au bout de 3 ans, vous aurez un nouvel ordi. Allez vous acheter un ordi à 450 €, vous verrez donc que c'est assez délicat. Voilà, donc je finirai donc par conclure que tout ça a pour but vraiment bien assumé, la casse de l'école publique pour aller grossir le privé. Je rappelle qu'ici à Martigues, nous avons à la ZAC des Étangs, en pleine dans une zone commerciale, un collège privé religieux, et également du coup empêcher une formation convenable de nos citoyens de demain. Voilà, je vous remercie, je passe la parole ensuite au groupe Unifam. Ici en fait on voulait aussi aborder en fait la question sur la problématique de l'éducation dans les quartiers populaires, liée en fait à la précarité et à la discrimination de ces personnes. La précarité qui souvent ampute cette jeunesse sur l'égalité des chances et qui est abandonnée à elle-même. La discrimination sociale que sont victimes ces mêmes personnes, qui trop souvent sont délaissées par la majorité de nos représentants politiques. Il y a un fort taux d'abstentionnisme dans ces mêmes quartiers populaires, dont la majorité de ces personnes sont dégoûtées par l'indifférence et l'inaction de nos pouvoirs publics face à cette injustice sociale qui règne dans ces quartiers. C'est pourquoi il nous est impératif de mettre en œuvre un plan d'action sociale pour que cette jeunesse ne soit plus oubliée et laissée sur le banc de notre société. En garantissant une allocation d'autonomie de 1 063 € par mois pour le financement des études, en créant 300 000 emplois spécifiques jeunes dans les secteurs non marchands et publics, en créant une bourse publique de stage afin de lutter contre la discrimination sociale, et aussi de mettre en place une aide conséquente pour la recherche à l'emploi, en concertation avec les organisations syndicales. Le sujet qui était assez préoccupant pour moi,
était évidemment le sujet du climat. On ne peut pas y échapper. Et si on met autant l'accent sur ce sujet, notamment dans les campagnes, c'est parce qu'on le vit. Vous, moi, on le vit tous. Et évidemment, on ne peut pas y échapper. Ici, on a vécu un été qui était étouffant, des centres-villes qui sont absolument bétonnés, où la lumière reflète, où on ne peut quasiment pas respirer durant les périodes de canicule, des températures qui avoisinent les 35 degrés en moyenne, voire qui veulent frôler les 40. Et on a vu aussi les incendies se multiplier, et notamment dans les Bouches-du-Rhône, on en a fait les frais. Ce qu'on a vu là, c'est une sorte de bande-annonce, si vous voulez. C'est une sorte d'avant-goût de ce qui pourrait arriver. Si je dois donner un exemple, ici, ça serait la Camargue et le littoral provençal qui pourraient être sous l'eau d'ici la fin du siècle, si on n'agit pas. Donc la solution est toute trouvée. On doit limiter les émissions de gaz à effet de serre d'ici 3 ans. On doit limite inverser la tendance, en fait. Donc le gouvernement Macron nous a présenté ses premières solutions d'urgence, d'ailleurs qui reposent sur vous. Abaisser la climatisation et prendre la voiture, à savoir déjà si vous avez une climatisation chez vous, et si, je suis sûr, vous avez besoin de la voiture pour aller travailler. Si on regarde de plus près, un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Mais la moyenne, ça compresse à peu près tout. Si on découpe la population française, on voit que la moitié la plus pauvre de la population n'émet que 5 tonnes de CO2 par an. 40% au-dessus de cette moyenne, on dira la classe moyenne, n'émet que 9 tonnes. Et lorsqu'on regarde en haut, c'est 10% des plus riches qui émettent à eux seuls 25 tonnes de CO2 par an. 25 tonnes de CO2, c'est énorme. On a pu voir durant ces derniers mois des actions aussi qui ont permis de montrer cette injustice, notamment des actions sur Internet. Le compte Twitter L'Avion de Bernard, qui est aussi un compte Instagram, qui a permis de tracer le jet privé de Bernard Arnault. Résultat, on a vu qu'en un aller Paris-Nice, Bernard Arnault émet 3 tonnes de CO2 à lui seul. Imaginez maintenant le nombre de trajets que doit faire Bernard Arnault et les milliardaires. Pareillement, outre-Atlantique, aux États-Unis, c'est le compte Elon Jet qui traque le jet privé d'Elon Musk. Et je vous rassure, les résultats ne sont pas meilleurs. Ces actions, elles ne sont pas anodines. Elles viennent s'ajouter aux précédentes actions qu'on a pu voir, notamment les marches climat, qui, il y a 1 an, 2 ans, ont eu un certain succès, et aux actions de désobéissance civile, qui se sont produites notamment celle d'Alizé, que je retiens moi personnellement, qui s'est enchaînée au filet d'un match à Roland-Garros, pour montrer qu'il ne restait que 1028 jours pour inverser la tendance. Avec toutes ces actions, on espère des réponses. On espère des réponses, et des réponses concrètes, et évidemment, on les a eues, les réponses concrètes. Bernard Arnault a fait supprimer son jet des registres français, il est maintenant introuvable. En réponse, Elon Musk a proposé 5 000 $ pour qu'on arrête de le traquer, et cocorico, chez nous, c'est 40 heures de garde à vue pour Alizé. Le point commun de toutes ces actions, c'est qu'elles dérangent la sphère privée. La sphère privée de la bourgeoisie, qui est souvent discrète en fait. Polluer, oui, mais en silence, s'il vous plaît. Le point commun de ces actions, c'est aussi qu'elles sont entreprises par des jeunes. Alizé n'avait que 22 ans, et Jack Sooni, qui est la personne derrière le compte, et Elon Jet, n'avait que 19 ans. Il n'a d'ailleurs que 19 ans aujourd'hui. La jeunesse, elle est consciente que son avenir n'est pas garanti. Et par chance, elle est aussi consciente que c'est systémique, que c'est le capitalisme, qui est un système hautement climaticide. On doit se souvenir d'un truc, c'est que le dernier combat de jeunesse qu'on a gagné, c'était en 2006, le CPE. On se souvient du contrat de première embauche, et plus anciennement, si on doit remonter encore dans l'histoire, certains y sont attachés, c'est mai 68 aussi. Mais à chaque fois, les jeunes n'étaient pas seuls. Les jeunes n'étaient pas seuls, ils étaient souvent accompagnés des syndicats de travailleurs, des partis politiques, des associations aussi, et ils se soulevaient ensemble. C'est pour cela qu'aujourd'hui,
on doit être unis, tous, associations, politiques, syndicats de jeunes, pour lutter contre la dépolitisation. Premièrement, la dépolitisation de ces combats. Deuxièmement, la mise à l'écart de la jeunesse. Et troisièmement, pour un avenir commun. Je vous remercie. Bonjour. Nous venons de Marseille et notre sujet préoccupant était donc les jeunes, surtout les étudiants. Donc, tout d'abord, je vais parler de l'accès aux études et ma sœur parlera de la précarité étudiante. Donc, ce qu'on peut voir ici donc à Marseille, là où j'habite, c'est que les étudiants ont un manque d'information des études. C'est-à-dire que, je vais prendre mon exemple, au lycée, les informations parmi les champs de possibilités qu'un étudiant peut faire est limité et différent d'un établissement à un autre. Et donc ce manque d'accès d'informations se répercute aussi sur la terminale et Parcoursup. Parcoursup, donc cette machine infernale qui choisit l'avenir d'un étudiant. Parcoursup, c'est un réel problème car maintenant, donc en fin septembre, il y a encore des étudiants qui n'ont toujours pas d'affectation dans les études de leur choix ou même dans des études en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça que Parcoursup est un réel problème. Un étudiant devrait pouvoir choisir ce qu'il a envie et non se conformer parce qu'il manque de place dans les études en France aujourd'hui. Donc il y a Parcoursup, mais il y a aussi le sentiment d'oubli dans les quartiers populaires de Marseille. Nous, les étudiants issus des quartiers populaires de Marseille, nous nous sentons oubliés par le gouvernement qui ne nous aide pas. Donc le gouvernement qui a fait donc la réforme du lycée qui fait que les bacs ne sont plus égaux, un bac littéraire, un bac mathématique, selon les spécialités. Et ce même gouvernement qui ne nous aide pas même quand nous sommes étudiants, et c'est pour ça que donc, ma sœur va parler des études et de la précarité étudiante. Alors, pour continuer déjà sur le sujet de Parcoursup, il y a aussi le fait que l'endroit où nous sommes pris nous empêche de faire les études que nous voulons. Je vais donner mon exemple. J'ai fait un diplôme national des métiers d'art et du design. Mon diplôme il y avait un établissement qui faisait ce diplôme sur Marseille. J'ai eu la chance d'être prise, mais si j'avais pas été prise, je n'aurais juste pas pu financièrement me permettre d'aller dans d'autres villes pour étudier. Après, une fois que nous entrons dans la vie étudiante, il y a aussi toutes les difficultés financières liées au transport, liées au loyer et liées aussi même au fait de se nourrir en fait. Et nous avons pu le voir pendant le confinement avec toutes les files d'étudiants qui allaient aux aides alimentaires. Et ça amène à notre problème qui est que les étudiants pour vivre, ils sont obligés d'aller travailler. Et le problème, c'est que un étudiant, c'est pas son job d'aller travailler, il devrait se concentrer à 100% sur ses études et être impliqué à fond dans ça pour justement trouver un métier qui lui plaît plus tard. Et voilà. Et du coup, sur ce, c'est pour ça aussi, et je fais un lien du coup avec la marche contre la vie chère qu'il y a le 16 octobre à Paris, qui nous concerne tous un peu finalement et qui nous permettra de vivre plus facilement les étudiants et tout le monde. Voilà, merci. Alors nous allons juste procéder à quelques petits remerciements pour ceux qui ont répondu présent à l'accueil aujourd'hui, à notre invitation. Alors tout d'abord les syndicats l'UL-CGT, la section locale de FSU, les militants sud. Nous accueillons également quelques associations, donc L214, Quartier Libre, Collectif Palestine, La Libre Pensée, Adelphicité, No Corrida et enfin la GOC. Sinon, en fait, on voulait aussi remercier
différents GA du 13 et du 16 ainsi que Marseille. Donc du 13, Martigues, Saint-Mirtre, Fos-sur-Mer, Port-le-Bouc, Port-Saint-Louis, Istres-Sud. Et le 16, Istres-Nord, Peuple arlésien insoumis, Action Brifeuille et Miramas. Et aussi les différents GA de Marseille et Uniforme. Et aussi, il ne faut pas aussi oublier la jeunesse insoumise de Martigues, Istres et Marseille. Et ailleurs. Je terminerai avec les derniers remerciements, évidemment, pour les organisations politiques, notamment les représentants d'Europe Écologie Les Verts, les militants d'Europe Écologie Les Verts, Génération, le PC, Parti communiste qui est ici, et le PS. Évidemment, je dois remercier les 3 députés France Insoumise qui sont ici, Madame Marina Mesure qui est députée européenne, Manuel Bompard et Hendrik Davy qui sont députés tous deux de Marseille, et Monsieur Daréville qui est député d'ici de la 13e circonscription, député PCF d'ici. Et pour terminer, un petit remerciement aussi des élus LFI du secteur, Didier Zika à Saucé, Myriam Gedjati, au conseil municipal de Port-Saint-Louis, Fred Grimaud, conseil municipal d'ici de Martigues, et Isabelle Chauvin à Lifreuil. Merci. Nous allons à présent passer à la table ronde avec nos 4 députés ici présents. Nous excusons M. Gaby Charroux, maire de Martigues, qui n'a pas pu être présent avec nous aujourd'hui. Je passe tant que... Alors, je passe la parole à M. Hendrik Davy pour la première prise de parole, donc député de Marseille. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, c'est à notre tour de vous remercier parce que franchement, ça fait plaisir en cette rentrée d'être aussi nombreux à Martigues. Donc merci aux organisateurs d'avoir organisé cette fête Insoumise 13 et je pense que c'est vraiment très important. Bravo à eux. Alors, moi je suis très scolaire, donc on m'a dit quel objectif pour la NUPES, donc je vais essayer de traiter un peu ce sujet. À mon avis, d'abord, ce qui me semble intéressant dans la question, c'est toujours de dire que la NUPES, donc c'est une unité électorale, mais cette unité, moi j'ai jamais pensé que c'était une fin en soi. Et il faut donc replacer toujours nos objectifs et la façon dont on fait l'unité dans le contexte politique. Et quand on fait l'unité politique, c'est un rassemblement donc, qui est caractérisé à la fois par son périmètre, vous savez, c'est un périmètre quand même dont on a rêvé pendant longtemps, puisque ça va en gros de la France Insoumise jusqu'au Parti Socialiste, en passant par EELV et le Parti Communiste Français. Mais il y a aussi le centre de gravité. Et c'est de cette question, à mon avis, qu'on va discuter ensemble toutes et tous. Le centre de gravité, quand même, il est issu du rapport de force de l'élection présidentielle, et c'est un centre de gravité quand même plutôt du pôle radical. Et donc je vais essayer quand même de réfléchir à ça, c'est-à-dire pourquoi le contexte nous a amené à cette forme d'unité, et pourquoi c'est cette forme d'unité aussi qui permet, à mon avis, d'avoir des victoires dans la suite. Alors, pour partir sur la situation politique, on vit une crise politique majeure qui vient de loin. Je pense qu'on a toutes et tous ici conscience. En gros, on a une crise du néolibéralisme, avec une incapacité du néolibéralisme à faire un nouveau projet de société un peu qui fasse rêver les citoyens. Et ça, c'est quand même assez ancien, c'est une impasse qui date au moins de la crise de 2008. Et ça, ensuite, on a un certain nombre de crises donc sociales et écologiques. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes, la crise écologique, on l'a tous et toutes ressenti très fortement cet été, avec la succession de sécheresses, d'incendies, de canicules. Et puis la crise sociale, elle est encore plus violente en ce moment. L'inflation est terrible, parce que quand les salaires ne bougent pas, et on y reviendra à la fin, mécaniquement l'inflation se fait sur le dos des travailleurs et la pauvreté augmente. Et donc dans ce contexte assez dur, on a forcément une crise politique qui n'est pas qu'en France. Je vous rappelle qu'en Suède, on a eu des élections où l'extrême droite a progressé aussi fortement. On a les élections en Italie qui arrivent le 24. Et donc dans beaucoup de pays se constitue ce qu'on a vécu à l'élection présidentielle, c'est 3 blocs. Un bloc d'extrême droite, fasciste. Moi je continue de le positionner comme ça. Un bloc de droite libérale, et puis un bloc de progrès, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais qui représente historiquement la gauche et alliée avec l'écologie politique.
Donc on est face à une situation d'instabilité politique qui se traduit au Parlement, et nous le vivons avec Manuel Bompard tous les jours, par le fait qu'ils n'ont pas de majorité non plus politique au Parlement aujourd'hui. Macron n'est pas majoritaire, dites-le et redites-le partout. Et ça, c'est quand même une de nos victoires. Alors, ça veut dire que c'est instable, et quand un système est instable, je ne vous cache pas que ça peut tomber soit d'un côté, soit de l'autre. Et c'est les deux choses qui sont à mon avis importantes. On vit sous le coup du risque d'une victoire du Rassemblement national qui serait terrible pour nous toutes et tous. C'est pour ça que c'est la première raison de la nécessité de la NUPES. La NUPES, il faut bien comprendre que c'est notre assurance-vie par rapport au fascisme. Si nous ne sommes pas unis, nous prenons le risque d'une victoire à un moment donné de l'extrême droite. Donc ça nécessite d'avoir le périmètre le plus large possible. Et j'espérerais qu'à un moment ou à un autre, ça s'étende à d'autres qui n'étaient pas là sur la photo de famille, comme le NPA. Et je me félicite d'ailleurs que le NPA participe, si j'ai bien compris, à la marche qu'on organise contre la vie chère et l'inaction climatique. Donc ça, c'est une première chose. Mais néanmoins, je l'ai dit, on vit une crise systémique. Et donc, on a, à mon avis, c'est pas tout à fait la même réponse en termes d'unité que quand on était dans les années 80. On vit une crise écologique d'abord majeure. Et moi, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure, alors je n'ai pas retenu ton prénom, mais il n'y a, à mon avis, pas de compatibilité possible entre l'accumulation infinie du capital et la société de consommation d'un côté, et d'autre part, la préservation des écosystèmes. C'est deux choses qui sont éminemment incompatibles. Donc il y a quelque chose d'anticapitaliste mécanique, on va dire, avec la dimension écologique. On est obligé de s'affronter à la logique au moins du capital. Ça, je pense que c'est un premier point. Deuxième point, on le voit, le système actuellement est quand même dans une impasse, avec de plus en plus de pauvres d'un côté et de plus en plus de riches de l'autre. J'ai regardé ce matin une sorte de, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui fait des émissions et qui fait Inside, et elle était à Dubaï voir les influenceuses, et je vous invite à voir ça. On n'imagine pas le monde qui se fait à Dubaï, ces gens très riches qui ne connaissent même pas les problèmes qu'on a ici. Et donc on a vraiment une inégalité qui nécessite un certain type de radicalité politique par rapport à la répartition des richesses. Et enfin, l'augmentation du Rassemblement national n'est pas due à rien, c'est dû à une chose, c'est que ces forces politiques qui nous gouvernent, la seule façon de rester au pouvoir quand finalement il n'y a plus rien d'autre, c'est d'avoir un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est les populations immigrées, et c'est le racisme qui est un véritable poison. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en réalité, vu la situation, la réponse qu'on doit avoir est une réponse assez radicale, à la fois sur le plan économique, sur le plan social et de la lutte antiraciste, et sur le plan écologique. C'est pour ça qu'à mon avis, on a eu un certain succès avec la NUPES, parce que c'était quelque chose qui répondait réellement au moment, et je pense que ça va durer. Néanmoins, vous voyez bien qu'il y a une tension entre le périmètre large que l'on veut et le centre de gravité relativement radical. Et que cette tension, elle va amener forcément à des moments qui peuvent être des crises. Mais je voudrais quand même être un moment ici solennel. Il faut que les uns et les autres autour de la table, nous soyons absolument responsables face à la période, car la NUPES doit permettre de continuer, doit continuer, car c'est notre assurance vie, je l'ai dit. Alors je finirai sur une réflexion sur quelles sont nos tâches. D'abord, renforcer le mouvement social. On a une marche le 16 octobre. C'est très important, car moi je le dis aux gens maintenant, au Parlement on essaye de faire le job, les amis, mais sincèrement le rapport de force, c'est vous qui allez le construire. On a besoin de la mobilisation de toutes et tous, parce que c'est dans la rue et dans nos entreprises que nous allons faire le rapport de force qui nous permettra aussi de changer les choses à l'Assemblée. Donc, il est absolument nécessaire que nous soyons très nombreux en grève le 29 octobre, en grève pour le santé et le social le 22 septembre, le 29 septembre et le 16 octobre, tous à Paris, pour dire à Macron qu'on ne veut pas de sa politique, à la fois contre la vie chère et pour l'inaction climatique. Donc c'est vraiment important, c'est, je pense, très important. Ensuite, je finirai sur deux points. D'abord, il nous faut, à mon avis, travailler à une plateforme de revendication qui fasse vraiment rêver. Alors, il y a des choses, je pense, dans le tract, mais je pense qu'il faut vraiment repartir au combat sur ces questions-là. Il ne faut plus être sur la défensive. Je vous donne quelques revendications qui, à mon avis, nous font rêver toutes et tous. Indexer tous les salaires et les revenus sur l'inflation. C'est pas moins que ça qu'il vous faut aujourd'hui. Il faut indexer les salaires sur l'inflation, sinon on perd de l'argent. C'est la seule solution. Partager le travail, 32 heures, la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congé payé, ça nous fait tous rêver. Parce que personne ne doit rester au bord du chemin concernant le travail. Bloquer les prix, les loyers,
bloquer l'alimentation, bloquer l'énergie. Et puis évidemment, entamer la bifurcation écologique, avec un pôle public du transport et aller vers des transports gratuits. Moi je le dis et le redis, c'est une des solutions pour aller vers la décarbonisation de notre économie. Et puis, évidemment, un pôle public de l'énergie et la renationalisation d'EDF dans ce pôle, car il faut absolument avoir une énergie produite par un service public pour entamer vraiment le passage au 100% renouvelable. Et puis enfin, il faut renforcer la NUPES, je finirai là-dessus. Nous, on a commencé à faire des assemblées de circonscription, et donc ça nous semble important de partir par en bas, par des assemblées de circonscription partout sur le territoire. Nous, il y avait 80-90 personnes sur la 5e circonscription, toutes les forces politiques étaient réunies, et puis ensuite on doit continuer le travail commun à l'Assemblée. Donc, pour conclure, je pense que je vais finir à mon avis, sur quelque chose d'un peu solennel. Évidemment, on se donne comme objectif les uns les autres d'être le plus nombreux dans la rue et à terme, s'il y a une dissolution, de gagner des élections générales. C'est ça l'objectif à court terme. Mais je voudrais vous dire quand même que même si on gagne les élections, et je souhaite qu'on les gagne les prochaines, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en mesure de gouverner ce pays, y compris dans nos têtes, dans nos façons de faire des amendements, même si on gagne, on aura besoin du plus grand nombre et de la mobilisation générale. Nous l'avons vu en Grèce, nous l'avons vu dans tous les pays d'Amérique latine, encore plus récemment au Chili. À chaque fois, le camp d'en face se réorganise et est capable de taper plus fort. Donc, il nous faut absolument la mobilisation, et la mobilisation du plus grand nombre. Et plus on va avancer vers, finalement, le progrès et nos victoires, plus on a besoin du plus grand nombre dans la rue et dans la mobilisation. Donc, on a besoin de vous, et il va falloir se mettre au travail. Merci. Alors, merci du coup pour cette intervention. Nous passons la parole ensuite à Madame Marina Mesure, députée européenne France Insoumise. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis moi aussi très heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je remercie les Insoumis qui ont organisé cet événement magnifique. C'est vraiment impressionnant de commencer cette rentrée tous ensemble et à être si nombreux. J'ai été très touchée aussi par les interventions successives des jeunes. C'est touchant et c'est motivant, surtout parce qu'on se dit que cette jeunesse est là, et donc comme disait souvent Jean-Luc, ils en auront pour des décennies parce qu'on est là, on lâche rien et vous êtes l'avenir. Donc merci à vous et restez comme ça. Quand on m'a demandé d'intervenir aujourd'hui, comme vous le savez, je suis députée européenne, mais j'étais aussi candidate aux législatives dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône, celle qui malheureusement a vu passer le député le plus vieux de France, qui est celui qui a inauguré l'Assemblée avec un appel nostalgique à l'Algérie française. Je pense que vous avez vu toutes et tous cette séquence. Donc voilà, c'était le député RN qui était face à moi au deuxième tour dans la circonscription. Pourquoi je voulais vous parler de cette circonscription ? Parce que finalement, ce qu'on s'est dit, et je crois qu'Andric t'en a parlé, c'est que quand même, sur PACA, nous avons 20 députés RN qui sont passés à cette élection législative. C'est-à-dire que dans la moitié des circonscriptions de PACA, nous avons désormais un député du Rassemblement national. Et je comprends la souffrance de tous les militants qui étaient sur ces circonscriptions, sur ces 20 circonscriptions, et qui sont portés au quotidien par les valeurs humanistes, de solidarité, d'entraide, qui portent en eux la vision de l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature, et qui voient d'un seul coup un député RN arriver avec ses grands sabots, arriver avec sa haine, son mépris, sa violence envers les autres, avec son programme libéral. Et donc je comprends la souffrance que ça peut représenter. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que nous, à travers, effectivement, ça a été un échec, puisqu'on a perdu au deuxième tour, mais on a eu aussi quelque chose qui a émergé. Quelque chose qui a émergé, ça a été un collectif. Et le collectif, ça s'est fait à travers la NUPES. Vous savez, dans cette circonscription, il y avait plusieurs endroits, des villes, tels que Allo, Plan de Cuc, où les militants avaient peur d'aller sur les marchés. Ils avaient peur d'aller sur les marchés parce que quand vous avez des scores de 60% pour l'extrême droite, eh bien vous avez peur en tant que militant d'arriver avec votre acte progressiste, humaniste, et de dire, regardez nous la société qu'on veut proposer. Et d'un seul coup, pendant les législatives, ce que nous avons vu, c'est qu'à travers le collectif, eh bien la peur a changé de camp.
Quand nous sommes arrivés sur Plan de Cube, comme je vous dis, une ville à 60% d'extrême droite au présidentiel, nous sommes arrivés à 30. Tous les partis étaient là. Les socialistes, les communistes, les insoumis et les verts. Et nous avons déferlé sur ce marché où il y avait 2 militants RN qui tractaient, 2 militants Zemmour. Et nous sommes arrivés, nous avons envahi le marché. Et d'un seul coup, tous les militants se sont retrouvés forts. Et ils ont dit, nous, on a un projet à proposer, et nous allons avancer, et nous allons construire. Et donc c'est ça, moi c'est ce que j'ai trouvé exceptionnel dans cette campagne. C'est qu'à un moment donné, on a recréé cette dynamique militante, on a recréé cette envie de construire ensemble, et on n'a plus eu peur, et on a réussi à convaincre. Parce que dans une circonscription où, lorsqu'on en a parlé la première fois, on s'est dit, est-ce qu'on va faire les 5%? La question se posait, est-ce qu'on va faire les 5%? On a finalement fait 20%, et au deuxième tour, on a fait 41%. Ça veut dire qu'on est allé les chercher, ça veut dire qu'on a construit, et ça veut dire que si on est tous ensemble, on est capable. On n'a pas pu gagner cette fois-ci, mais on va gagner les prochaines. Donc c'est ça que je veux dire à tous les militants, parce que je sais que vous n'êtes pas tous dans cette circonscription, et que vous avez peut-être vécu ces moments-là. Donc la NUPES, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que c'est recréer le collectif, et ce collectif qui peut être victorieux. Donc ces batailles, on va les mener ensemble, et on va les mener aussi évidemment au Parlement européen, puisque maintenant, en tout cas, je suis députée européenne, et je sais qu'au Parlement européen, nous portons les combats que tu menais, et que tu as déjà énoncés. Tu parlais évidemment de la question sociale, la question écologique, que les jeunes aussi ont mentionné. Bon, évidemment, on sait qu'il y a la question énergétique qui arrive. Là, cette semaine, vous avez encore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est venue nous faire un grand discours pour nous dire qu'elle allait résoudre les problèmes du monde. Mais derrière ça, ce sont des millions de personnes qui sont en précarité énergétique et qui attendent avec beaucoup d'inquiétude cet hiver. Donc la situation va être très dure et nous allons devoir être là. Nous allons devoir être là à chaque instant, aux côtés des gens. Nous allons devoir construire les luttes avec effectivement les partis politiques, mais les organisations syndicales, avec les associations. Il faut faire converger nos luttes. C'est la seule manière d'y arriver. Et donc le combat, il doit se mener d'abord sur le terrain, à l'Assemblée nationale et aussi au Parlement, et vous pouvez compter sur moi pour le mener. Merci Marina, je passe la parole à Pierre Darriville, député PCF de la 13e circonscription. Merci Thomas, bonjour à toutes et à tous, merci de l'invitation que vous m'avez lancée à venir participer à cette fête insoumise, et merci à tous ceux et celles qui l'organisent. Je sais que c'est du boulot d'organiser une fête, donc je salue moi aussi les militantes et les militants de la circonscription de Martigues qui ont permis que nous puissions nous rassembler aujourd'hui pour échanger. Puis je veux souhaiter évidemment la bienvenue à mes collègues députés et à Marina, députée européenne. J'ai écouté moi aussi avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par les jeunes qui se sont exprimés avant nous. Effectivement, c'est une belle chose, et puis surtout une nécessité de donner la parole à la jeunesse, qu'on a parfois tendance à écouter un peu d'une oreille distraite. Et donc là, on a commencé par les écouter. Et je crois que c'est bien, parce que les jeunes, la jeunesse a été, les jeunesses d'ailleurs de notre pays ont été beaucoup maltraitées. Ça date pas d'aujourd'hui, parce que, chose que vous avez dite, j'ai le sentiment de les avoir dites il y a quelques années, quand je me sentais jeune. Et puis on voit bien que les choses ont même, effectivement, se sont dégradées. Et donc, lorsque vous nous parlez de l'école et de la situation de l'école, avec les mauvais coups qui ont été portés à l'école par Jean-Michel Blanquer lors du mandat précédent, avec non seulement les problèmes de réorganisation et les problèmes budgétaires que nous avons constatés, avec des enseignants qui sont manquants un petit peu partout, ici dans notre circonscription. Il y a des problèmes de remplacement qui se sont fait jour de manière massive lors du dernier trimestre. Mais il y a un problème d'ambition pour l'école. Il n'y a pas d'ambition éducative. Il n'y a pas d'ambition pour l'éducation nationale dans ce pays. On a cherché à en rabaisser en permanence et à faire simplement de l'école non pas ce qui devrait être sa mission, c'est-à-dire un lieu qui permet à chacune et chacun de trouver la voie de son émancipation, mais simplement un outil pour mettre en adéquation les besoins et soi-disant les capacités, on pourrait discuter de ce mot-là, mais en tout cas simplement un lieu d'apprentissage de
connaissances, et encore, parfois avec des connaissances auxquelles on n'a pas droit, parce que de plus en plus on est amené à faire des choix précoces dans sa scolarité, et effectivement on a bien vu d'ailleurs qu'ils avaient été obligés de revenir sur les mathématiques. Enfin bref, l'ambition éducative a été rabaissée dans notre pays, avec des mesures également qui ont visé à détruire un certain nombre de choses, comme le baccalauréat, effectivement, et je ne sais plus, l'une d'entre vous, je crois, a cité Parcoursup, les dégâts de Parcoursup, la façon dont ce sont des algorithmes qui, finalement, gèrent l'orientation et la vie, les choix des jeunes aujourd'hui. C'est profondément inacceptable et ça provoque effectivement, et je crois que une d'entre vous le disait, des renoncements parfois aux études, lorsqu'on n'a pas les moyens, tout simplement, de pouvoir poursuivre ce qu'on souhaiterait. Donc je suis moi très sensible à tout ce que vous avez dit, à la précarité des jeunes aussi. Ça fait longtemps que des propositions sont sur la table pour une allocation d'autonomie de la jeunesse, pour un revenu étudiant. Bon, un certain nombre de propositions ont été faites. Dans le programme de la NUP, nous avons évidemment repris des propositions en ce sens, et nous allons essayer de les mettre en avant le plus possible, parce qu'il y a une urgence maintenant. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible que notre société maltraite autant sa jeunesse. Je voudrais... J'allais dire que c'est les jeunes qui applaudissent, mais pas que. Voilà, donc ensuite je voudrais également dire quelques mots sur la situation globale dans laquelle nous nous trouvons, avec des inégalités profondes qui minent notre pays et qui s'aggravent de jour en jour sous les coups de boutoir des politiques libérales et des décisions gouvernementales. Cette logique d'inégalité qui est au cœur du libéralisme et qu'ils essayent de défendre, lorsqu'on entend parler de ruissellement, lorsqu'on entend parler de la loi du mérite, qui est défendue par ce gouvernement, on voit bien qu'il y a quelque chose de structurel pour eux. Les inégalités, finalement, sont absolument pas un drame, et sont même un moteur de la société telle qu'ils l'imaginent. Donc nous devons combattre cette vision des choses. Moi, je suis très attaché à l'égalité des droits, à l'égale dignité de chaque femme et de chaque homme. Donc je crois que ce que nous avons en commun, ce que nous voulons défendre en commun, c'est bien cela, et qui est au cœur du projet de la gauche. Nous sommes dans un pays qui va mal, où beaucoup de femmes et d'hommes sont en souffrance, sont maltraités, quels qu'ils soient au chômage, qu'ils soient dans la précarité, qu'ils soient au travail. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que le travail lui-même est maltraité, qu'il y a ce qu'on appelle du mal-travail, et donc il y a besoin de s'attaquer à tout cela. Quand on est retraité, également, on est beaucoup maltraité, on a été beaucoup maltraité ces dernières années. Et donc, nous avons besoin de réparer ce pays. Nous avons besoin de prendre des mesures de transformation profonde de notre société. Et ça, ce sont des décisions qui, évidemment, doivent se prendre au Parlement, mais qui vont correspondre à un état du pays. Donc, il faut gagner dans les têtes. Il y a une bataille culturelle à mener pour obtenir le changement. C'est une bataille politique et culturelle. Je crois que nous avons commencé à mener cette bataille. Et effectivement, le rassemblement que nous avons créé, un peu de manière précipitée, on ne va pas se le cacher, entre les deux tours, entre la présidentielle et puis les législatives, je crois que cette alliance que nous avons construite, cette dynamique que nous avons essayé de construire ensemble, avec des tâtonnements, eh bien, elle a répondu à une envie, à un espoir finalement qui se cherche dans le pays. Et je crois que nous avons effectivement la responsabilité de faire grandir ensemble cet espoir et de construire les réponses politiques qui nous permettront d'aller de l'avant. Moi, je ne crois pas trop aux réponses magiques. Je pense qu'on n'a pas, tel que nous sommes ici autour de la table, toutes les réponses, y compris dans le programme de la NUP. Il est vachement bien. Je ne le remets pas en cause. Je pense qu'il porte des réponses fortes aux enjeux. Et nous devons continuer à travailler sur cela, et à travailler pas tout seul entre nous, mais dans la population, avec les femmes et les hommes, avec celles et ceux qui travaillent, avec celles et ceux qui vivent dans nos quartiers, etc., etc. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire pour continuer l'élaboration des réponses politiques qui seront les nôtres, ensemble, partagées. Et donc nous avons la responsabilité, quand on est des forces politiques, de mettre les propositions sur la table. C'est ce que nous avons fait, nous l'avons fait ensemble, et je crois que ça a permis là aussi de montrer qu'il y a une alternative crédible. Donc la tension dans laquelle nous sommes lorsqu'on est
à l'Assemblée nationale, c'est à la fois d'affronter cette situation politique. Moi, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, elle a été décrite, on pourra en débattre, mais elle a été décrite avant moi, avec, c'est vrai, quand même, ça fait froid dans le dos, hein, d'avoir en face 89 députés du Rassemblement national qui pèsent dans le débat et dans la discussion, ne serait-ce que par leur présence, pas toujours par leur parole d'ailleurs, mais qui sont là avec cette force menaçante qui essaye de gagner une respectabilité à laquelle elle ne saurait prétendre, parce que le projet qui est le sien est profondément anti-humaniste, anti-républicain, anti-liberté, anti-égalité, anti-fraternité, et qu'il n'y a rien de respectable dans ce projet, mais avec une volonté d'installer la confusion et de se poser en alternative, en seule alternative au libéralisme. Et on a vu un peu partout, dans la campagne législative, des candidats se mettre en avant en disant la seule opposition à Emmanuel Macron. Et avec, dès les premiers jours, effectivement, des gestes pas tout à fait conformes à cette pseudo-promesse, puisqu'ils ont accompagné le gouvernement dans les premières mesures qu'il a prises en défaveur du pouvoir d'achat. En défaveur du pouvoir d'achat. Donc on a besoin de démystifier, de ne pas laisser installer la confusion qu'ils cherchent à mettre dans le pays, et en même temps de continuer à dire effectivement qui ils sont, de quoi ils sont le nom. Bon, donc on est dans cette situation-là, avec une majorité qui en réalité n'a pas, ou ne veut pas tirer les leçons de la séquence électorale, et qui cherche à faire comme si elle pouvait continuer comme avant. C'est ça le plan d'Emmanuel Macron. Vous regardez la rentrée qu'il fait, on nous avait promis, vous avez entendu comme moi, on nous avait promis des changements de méthode, je ne sais quoi, bon, je pense que personne ici y a cru, hein, mais et on a un président de la République qui fait sa rentrée avec un conseil national de la refondation. On ne sait pas ce que c'est la refondation, mais je pense que si, quand on va l'apprendre, ça va nous faire mal. Avec, donc, il cherche à contourner. On a un parlement qui vient d'être renouvelé. La première chose qu'il fait, c'est qu'il crée un nouveau cercle autour de lui de gens qui vont délibérer à côté. Alors moi, je suis pour que les gens participent le plus possible, mais là, c'est autour de lui, hein, on est bien d'accord. C'est autour du président de la République. Et donc, il multiplie les initiatives qui visent à créer des cercles autour de lui pour se remettre en position de surplomb et continuer à créer le chaos qu'il est en train de provoquer dans le pays. Donc je prendrai simplement moi 2 mesures supplémentaires face auxquelles nous allons devoir batailler dans les temps qui viennent, les temps immédiats. La première, c'est celle de l'assurance chômage. C'est la première loi qui va venir en débat à l'Assemblée nationale à partir du 3 octobre. On a commencé à y travailler. Et bien face à cette loi, nous allons opposer avec la NUP, effectivement, une autre vision des choses, que cette volonté de rendre les chômeurs responsables et coupables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Nous allons défendre une certaine conception de la protection sociale, où l'on crée effectivement par le travail du droit, et le droit d'être protégé quand on se retrouve dans une situation de chômage. Deuxième chose, je ne vais pas être trop long, peut-être qu'il y aura une discussion autour de ces enjeux tout à l'heure, la bataille des retraites, puisqu'il n'a pas renoncé. Et ça, c'est quand même un symptôme lourd de la manière dont Emmanuel Macron essaye de concevoir son deuxième mandat. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas réussi à faire lors du premier, il veut maintenant, de manière forcenée, l'imposer au pays. Parce qu'il n'y a pas de majorité pour une réforme des retraites. Il n'y a pas de majorité populaire pour une réforme des retraites dans le pays. Et il le sait. Et donc, nous allons nous mener bataille contre cette volonté de casser notre droit social dans le pays. Alors après, on a déjà commencé à bosser, à se mettre d'accord. Je ne vais pas trahir un secret en disant que lors de nos premières rencontres, nous avons décidé de présenter une autre feuille de route budgétaire que celle qui va être mise sur la table par le gouvernement dans les jours qui viennent. Nous avons des initiatives prévues à l'Assemblée dans les prochains jours. Que nous allons présenter une proposition de loi commune qui va être une sorte de feuille de route aussi du point de vue de la protection sociale et ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Hein. Cette proposition est en cours de rédaction. On a eu une réunion là, avec des commissaires de la NUP aux affaires sociales qui s'est tenue la semaine dernière. Et donc tout ça est en route et je crois que ça va nous donner de la force. Ça va nous donner de la force
de faire ça ensemble, et ça va nous donner de la force ici pour mener les batailles là où nous sommes. Alors on ne fera pas que des initiatives communes, mais en même temps c'est aussi la richesse de la NUP. C'est-à-dire qu'on est différents, et je pense que c'est pas grave. C'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, parce que dans le pays, quand on regarde autour de nous, les gens ils sont aussi différents. Et donc il faut qu'on ait à la fois l'exigence de continuer à construire ensemble une démarche commune, solide, robuste, et ça existera parce que chacun va être à l'aise dans cette démarche-là. Donc voilà, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver, et je pense qu'on est plutôt en voie de le faire, hein. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien, il ne suffit pas de claquer des doigts pour ça, mais moi je suis assez optimiste, et je pense que de toute façon, nous avons besoin de cette dynamique-là. Parce que ça a été dit, le risque est grand de voir cette force menaçante dont j'ai parlé tout à l'heure, essayer de prendre le dessus, et peut-être y parvenir. Et donc nous avons la responsabilité, nous qui sommes, je crois, quand même, quand on regarde les choses, y compris plus nombreux à l'Assemblée nationale, ensemble, nous avons la responsabilité de créer une alternative. Donc je disais tout à l'heure, nécessité de mener des batailles immédiates, concrètes, d'obtenir des victoires immédiates. On a essayé cet été sur le pouvoir d'achat. Et puis on en a obtenu quelques-unes, beaucoup trop maigres. Donc je crois qu'on va continuer d'essayer de formuler des propositions assez précises et en même temps de travailler sur l'alternative et de créer ce nouvel espoir dont nous avons besoin dans le pays. Alors moi j'espère que ce que nous entreprenons ensemble nous portera loin. J'espère que toutes les manifestations qui s'annoncent, sociales et politiques, seront réussies parce que ça va contribuer à installer un autre rapport de force dans le pays et à faire basculer le centre de gravité du débat vers la gauche. Parce que le danger avec cette extrême droite surpuissante et cette majorité, c'est que le débat se passe toujours de l'autre côté. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est que le débat se passe sur le terrain de la réponse aux besoins des gens, de la vraie réponse aux besoins des gens, sur le terrain de la réponse aux défis sociaux, aux défis écologiques, aux défis démocratiques face auxquels nous nous trouvons. J'étais hier soir, j'en termine, j'avais promis d'être court, puis en fait c'est moi qui vais être le plus long. J'étais hier soir avec notre ami Roland Gori qui était à la médiathèque au cinéma de Port-de-Bouc. Et Roland disait combien sont liés le défi écologique et le défi anthropologique. Anthropologique, c'est un grand mot. C'est la crise de ce que nous sommes, de l'humanité en réalité. Quels humains voulons-nous être? Quelle humanité voulons-nous être? Ce sont des questions profondes que nous devons nous poser au stade où nous en sommes. Voyons bien les dangers qui nous guettent. Et donc moi je crois qu'il faut relever l'ensemble de ces défis, et pour cela, il y a effectivement besoin, je le disais, de transformation profonde et d'une nouvelle union populaire, écologiste et sociale qui continue à avancer, qui continue à se construire, à se consolider et qui incarne un véritable espoir, une véritable alternative. Merci Pierre pour cette intervention. Je passe le micro maintenant à M. Manuel Bompard, député de Marseille. Merci. Moi je me lève parce que on va essayer de ne pas faire plus long que Pierre. Et pour ça, il vaut mieux que je sois debout. D'abord, bien sûr, je me joins aux remerciements qui ont été faits par les camarades pour celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette journée. Bien sûr, les camarades insoumis de la 13e circonscription et de la 16e circonscription, mais au-delà, à toutes celles et ceux qui ont répondu présents. Et puisque Marina parlait tout à l'heure de ces circonscriptions où les camarades se sont battus et malheureusement n'ont pas réussi à gagner cette fois-ci, et parfois même de ces circonscriptions où nous nous sommes battus et malgré ça c'est le Rassemblement national qui l'a emporté, dis un mot de soutien et d'encouragement aux camarades de la 16e circonscription également. Et je sais qu'il y a aussi le candidat Christophe Caillot qui est dans la salle, donc je voulais le saluer. Voilà. Le sujet du débat qu'on avait ensemble, c'était quels objectifs pour la NUP. Et moi, si je le prenais de manière très scolaire, je répondrais gagner, gagner, gagner. Gagner d'abord tout de suite. Gagner tout de suite, ça veut dire
gagner pour changer tout simplement la vie des gens, parce que ce soit la NUP, que ce soit la France Insoumise, que ce soit l'ensemble des partis politiques qui sont représentés au sein de notre alliance, l'objectif d'un parti, c'est pas des objectifs internes. Le parti n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et un outil pourquoi? Un outil pour transformer la société, un outil pour faire en sorte que la vie qui est trop difficile dans la 6e puissance économique du monde soit moins difficile demain. Un outil qui permet, face à l'inquiétude qui a été exprimée par les jeunes qui se sont exprimés avant nous tout à l'heure en matière d'urgence climatique et environnementale, de pouvoir enfin amorcer les transitions qui sont indispensables aujourd'hui et sur lesquelles on a perdu beaucoup trop de temps et sur lesquelles on continue à perdre du temps et sur lesquelles ce gouvernement actuel, condamné déjà dans la mandature précédente pour inaction climatique et environnementale, est parti pour continuer toujours dans la même direction, c'est-à-dire on fait semblant, on fait des grandes phrases, on fait beaucoup de communication, mais on met en place aucune mesure concrète et sérieuse pour organiser la transition dont on a besoin pour faire face à cette situation extrêmement dangereuse pour l'avenir de notre écosystème. Et aujourd'hui, ces mesures-là, elles ne sont pas sur la table. Donc il faut gagner des mesures qui soient des mesures immédiates, c'est évident. Il faut faire en sorte de s'opposer aux mauvais projets, et Pierre en a évoqué à l'instant un certain nombre qui sont proposés, qui sont sur la table, et la feuille de route gouvernementale. Mais il faut aussi, et ça a été dit par les camarades avant moi, préparer en permanence le fait que la nouvelle Union populaire écologique et sociale continue à exister, que la NUP continue à se renforcer. Parce que oui, on n'est pas à l'abri de retourner devant les électrices et les électeurs dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années, personne ne le sait. Mais s'il y a demain une dissolution dans ce pays, on aura 40 jours pour se préparer pour aller devant les électrices et les électeurs. Et à ce moment-là, il y a une possibilité, c'est que ça soit le Rassemblement National, soit la NUP, qui soit l'alternative, et qui soit l'alternative au pouvoir dans les prochaines semaines. Et parce qu'on ne veut pas que ça soit le Rassemblement National, l'alternative, à ce moment-là, on doit se poser la question de savoir comment d'ici là, bien évidemment, on est la force d'opposition principale, qui dit les choses franchement, qui s'oppose de toutes ses forces quand le gouvernement va revenir avec sur la table le projet de report de l'âge de départ à la retraite. Nous serons les premiers à nous battre à l'Assemblée, tous ensemble, les forces de la NUP pour l'empêcher. Mais on aura besoin de la mobilisation sociale, de la mobilisation populaire dans la rue, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Surtout si, comme ça semble être le cas, on verra s'ils le font finalement, le gouvernement utilise les discussions budgétaires qui vont avoir lieu à la fin de l'année pour glisser un amendement dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale, pour esquiver le débat et pour essayer de faire ça en vitesse. Alors tenez-vous prêts à réagir sur ce sujet, parce qu'il faudra répondre de manière extrêmement ferme, de manière extrêmement dense, de manière extrêmement massive pour l'empêcher de faire ça, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'il a dans la tête. Donc bien sûr, il faudra être là. Bien sûr, la NUP, elle a une responsabilité face aux mauvais projets du gouvernement. Pierre a évoqué les retraites, mais aussi bien évidemment la réforme de l'assurance chômage qui est sur la table aujourd'hui. Mais il faut aussi gagner des choses. Gagner des choses parce que la situation sociale aujourd'hui de ce pays, elle est inacceptable. Parce que les prix explosent, que ce soit les prix des produits alimentaires, que ce soit les prix de l'énergie, vous le savez, on y est toutes et tous confrontés au quotidien. Et face à ça, vous avez un gouvernement, on l'a vu avant l'été, et on continue à le voir dans les déclarations qui sont sur la table aujourd'hui, qui a des réponses qui sont des réponses complètement déconnectées de la réalité de la situation. Quand vous dites que vous n'arrivez pas tout simplement à vivre de votre salaire, que vous avez un gouvernement qui vous dit que sa grande mesure pour le pouvoir d'achat, ça va être d'augmenter le plafond de défiscalisation de la prime versée au bon vouloir des employeurs pour moins de 20% de la population, vous avez un gouvernement qui n'a rien à faire de nos existences et qui continue dans une vision qui est une vision purement idéologique. C'est-à-dire on ne vous donne rien, on fait semblant d'améliorer la vie des gens et en fait on continue à aggraver le déficit de la sécurité sociale pour pouvoir ensuite justifier les réformes parce qu'on aura défiscalisé encore des primes plutôt que de verser des salaires avec des cotisations sociales qui permettent de payer la sécurité. Quand vous avez un gouvernement qui se targue et qui vient sur les plateaux de télévision parader parce que, disent-ils, on va bloquer la hausse des loyers à 3,5%, alors que quand vous regardez les choses en détail,
Vous savez que depuis que l'indice de référence des loyers a été mis en place dans notre pays, il n'y a jamais eu une seule hausse de 3,5%. Et que le gouvernement vous dit, vous inquiétez pas, on va bloquer à 3,5%. 3,5%, c'est le record historique de la hausse des loyers depuis qu'on le mesure en un an. Et le gouvernement va vous présenter le blocage à 3,5% de hausse des loyers comme un cadeau qu'il vous fait. Voilà, c'est ça les réponses qui sont les réponses gouvernementales aujourd'hui. Et on s'est battu ensemble, à l'Assemblée nationale, l'ensemble des groupes de la NUP, pour dire non, c'est pas bloquer les loyers à 3,5% qu'il faut faire, c'est le gel des loyers, parce qu'aujourd'hui, tout simplement, vous avez des locataires qui s'en sortent plus et qui n'arriveront pas à payer un loyer qui aura augmenté de 3,5% en un an. C'est pas des petites primes ou des petites mesurettes dont on a besoin, c'est des augmentations de salaire, en commençant par ce qu'on peut augmenter tout de suite, c'est-à-dire le SMIC qu'il faut amener maintenant à 1 600 € parce que l'inflation est telle que même 1 500 € aujourd'hui, ça permettrait tout simplement pas de vivre de son travail. Donc oui, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut aller vers des mesures de blocage des prix. Parce que quand vous avez cette semaine Elisabeth Borne qui vous dit qu'elle va vous présenter un bouclier fiscal, un bouclier, normalement un bouclier c'est fait pour empêcher de passer les flèches, non? Ben non, là c'est un bouclier dans lequel on va limiter à 15% la hausse des prix de l'énergie. C'est comme si vous aviez un bouclier mais qui laisse passer 15% des flèches. Bon, ben ça s'appelle plus un bouclier, vous voyez? Donc nous, ce qu'on veut, c'est le blocage des prix de l'énergie, le blocage du prix du gaz, le blocage du prix de l'électricité. Parce que tout simplement, vous avez des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir. Vous avez des communes qui sont étranglées et qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité. Ils sont en train d'annoncer partout en France qu'elles ne paieront plus les factures. Et elles ont raison de le faire. Et on les soutient dans cette démarche parce que tout simplement, on ne peut pas faire face à cette situation. Et de l'autre côté du spectre, vous avez un gouvernement qui vous dit « Ah, mais les super profits, on ne sait pas si ça existe. » Bruno Le Maire, non, mais moi je ne connais pas de super profits. Quand il va au MEDEF, il ne sait pas ce que c'est les super profits. Bruno Le Maire, alors on va lui dire les choses franchement. Hein. À peu près l'ensemble des autres pays de l'Union européenne reconnaissent qu'il y a des super profits. La Commission européenne reconnaît qu'il y a des super profits. Le FMI. Si on m'avait dit que je citerais le FMI une fois dans une réunion organisée par les Insoumis, franchement je ne l'aurais pas dit. Même le FMI dit qu'il y a des super profits et qu'il faut les mettre à contribution. L'ONU, le secrétaire général de l'ONU dit mettez en place une taxe sur les super profits. L'Espagne l'a fait, l'Italie l'a fait, le Royaume-Uni l'a fait, la Roumanie l'a fait, même la Hongrie, le gouvernement d'extrême droite en Hongrie, même la Hongrie met en place une taxe sur les super profits, mais nous non, on ne sait pas ce que c'est les super profits. Donc vous avez d'un côté des mesures qui sont des mesures complètement à côté de la plaque et de la réalité sociale du pays, et de l'autre côté un refus de mettre à contribution celles et ceux qui s'en mettent plein les poches dans cette situation. Cette année, on a atteint un record historique du versement des dividendes dans les entreprises du CAC 40, augmentation de plus de 33%. Vous avez Total qui sur un seul trimestre fait 18 milliards d'euros de bénéfices. Vous avez un groupe comme Shell, on les a auditionnés, on a initié une mission flash à l'Assemblée nationale sur la question des super profits qui rendra son rapport au début du mois d'octobre. On a auditionné le PDG de Shell ce mardi. Shell, c'est 18 milliards d'euros sur un seul trimestre de bénéfices réalisés cette année. Et le patron de Shell, il vous dit, je ne sais pas ce que c'est les super profits. Vous lui dites, bah regardez, on a pris vos chiffres. En 2017, vous avez fait 5 milliards de profits. En 2018, vous avez fait 12. En 2019, vous avez fait 17. En 2020, je dis les chiffres de mémoire, vous avez perdu un peu. En 2021, vous avez augmenté. En gros, vous étiez toujours entre moins 10 et 20 milliards de bénéfices sur l'année complète. Et là, vous avez fait 20 milliards sur un seul trimestre. Vous n'avez pas l'impression que ça s'appelle un super profit? Ah non, mais on ne sait pas parce qu'on ne connaît pas combien d'argent on va gagner sur les trimestres suivants, etc. C'est pas difficile de définir un super profit et de le mettre à contribution. Donc oui, il faut partager. Ça, on peut le gagner. On peut gagner cette bataille sur la taxe sur les super profits. Parce qu'il y a des faiblesses, parce que vous avez vu que le gouvernement est divisé sur le sujet. Parce qu'entre ce que dit Bruno Le Maire, ce que dit Madame Borne, elle dit la porte n'est pas totalement fermée. Nous, on préférait qu'elle soit carrément ouverte. Mais on va faire en sorte de l'ouvrir, la porte, si elle ne veut pas l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, on a besoin, bien évidemment, de continuer notre travail à l'Assemblée nationale, mais on a besoin de l'ouvrir aussi dans la rue, dans les initiatives. Il y a des initiatives qui sont prises par les uns et les autres. Nous, on a lancé une pétition, vous pouvez la signer sur taxesuperprofit.fr. Plus on sera nombreuses et nombreux à signer cette pétition, plus ça nous aidera dans la bataille qu'on va mener à l'Assemblée nationale. Il va y avoir la discussion budgétaire, je l'ai dit, et ben on déposera ensemble. On l'a déjà fait dans la discussion budgétaire précédente, des amendements pour introduire une taxe sur les super profits. Et s'ils ne veulent pas, et s'ils refusent, et ben on continuera et on ira jusqu'au référendum d'initiative partagée qui a été proposé par les camarades socialistes. On ira chercher les 4,2 millions de signataires.
ce sujet, quand des camarades vous disent c'est trop compliqué les 4,8 millions de signataires, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, personne ne le conteste. Mais je vous rappelle une chose que tout le monde semble avoir oubliée, c'est qu'au lendemain de la mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron, vous savez, il y avait les grands débats là, parce que tout à l'heure on parlait du CNR. Vous vous rappelez du grand débat? Il y avait des cahiers de doléances. Vous avez des nouvelles des cahiers de doléances? Vous savez où ils sont? Vous savez ce qu'on a été fait des cahiers de doléances? Emmanuel Macron, il avait pris un engagement, il avait dit on abaissera à 1 million de signataires le seuil pour le référendum d'initiative partagée. Donc oui, on ira chercher les 4,8 millions de signataires, mais en même temps on le rappellera, on lui dira que lui il avait dit qu'il descendrait le seuil à 1 million et que pour l'instant il ne l'a pas fait. Et on aura besoin de toutes et tous pour mener ces batailles. Donc oui, il faut qu'on gagne des victoires. La victoire sur les super profits, elle est à portée de main. La victoire sur les salaires, on peut y arriver si on continue à se battre. Mais clairement, on n'y arrivera pas tout seul à l'Assemblée nationale, ça c'est clair. La victoire pour la planification écologique, pour la bifurcation écologique, pour des investissements enfin à la hauteur de la situation en matière d'efficacité énergétique, rénovation thermique de 800 000 logements par an, c'est ce qu'on propose, c'est dans notre programme, la transition agricole qui est nécessaire. Tous ces sujets-là, on peut les gagner, mais pour ça, à l'Assemblée, on ne pourra pas gagner tout seul. On a besoin qu'il y ait une mobilisation dans la rue. On a besoin, chaque député, quand il va voter contre la taxe sur les super profits, ils se disent qu'il ne pourra plus sortir sur le marché parce qu'il va se faire engueuler par toute la population qui va lui dire « Mais pourquoi tu as voté contre? Pourquoi tu as voté contre alors que nous, on est tous pour dans la circonscription ?» On a besoin que cette pression populaire, elle se ressente. Et c'est pourquoi c'est déterminant de s'organiser sur les initiatives de mobilisation qui sont prévues dans les prochaines semaines. Le secteur de la santé, ça a été dit, le 22 septembre. Le 29, à l'appel des organisations syndicales. Et la Grande Marche, pour l'instant, tout le monde n'est pas encore dans la Grande Marche, mais il y a encore du temps. Il va y avoir des gens qui vont rejoindre la dynamique. Il faut faire en sorte qu'on organise un rapport de force qui soit un rapport de force maximal. Parce qu'à l'Assemblée, à ce moment-là, on va être dans la discussion budgétaire. Que la question du financement de la sécurité sociale, elle sera sur la table à ce moment-là, que la question du financement de la secteur de la santé, il sera sur la table à ce moment-là. Et s'il y a un rapport de force dans la rue, on pourra gagner des batailles qu'on ne gagnera pas s'il n'y a pas ce rapport de force dans la rue. Donc oui, il faut se battre et on a besoin de vous pour être mobilisés dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et vous pouvez compter sur nous parce que nous, on ne lâchera rien à l'Assemblée nationale. Je voudrais vous dire une chose, les camarades en ont parlé, mais une chose, parce que je disais à la fin, ça se terminera peut-être entre l'extrême droite et nous. Et bien sûr qu'on a un travail de mobilisation à faire, un travail de bataille culturelle, de bataille idéologique à faire, et on a un travail d'explication et de désintoxication à faire. Quand on s'est battu, au début de l'été, quand on a déposé des amendements pour l'augmentation du SMIC à 1 500 €, le Rassemblement national il a voté contre. Quand on a déposé des amendements pour le gel des loyers, le Rassemblement national il a voté contre. Alors c'est bien beau de se présenter dans les campagnes électorales en disant c'est nous qui défendons les petites gens que tout le monde oublie, etc. Mais une fois qu'on arrive à l'Assemblée nationale, quand après on met les cravates, et puis on s'assoit, et puis on est bien calme, et puis à la fin, quand Emmanuel Macron met en place ce pseudo-projet de loi qui était censé améliorer le pouvoir d'achat, mais en fait n'améliore pas le pouvoir d'achat, on entérine une baisse du pouvoir d'achat des Français, bon, on vote pour parce que finalement on n'a pas trop envie de les ennuyer, et puis il faut montrer qu'on est bien élevé. Faites-le savoir, dites-le. Dites-le dans ces circonscriptions où le Rassemblement national a gagné, où le Rassemblement national a progressé depuis 5 ans. Dites la réalité des votes qui sont mis en place. Je vous raconte une histoire. Hier, avec Marina, on était à Draguignan, dans le Var, circonscription d'un député du Rassemblement national. Il y a un collectif, avec l'ensemble des organisations qui sont ici à peu près, qui est mobilisé parce que ça fait 47 semaines maintenant que les urgences de l'hôpital de Draguignan ont été fermées. Alors, écoutez pas le ministre de la Santé, il vous dit qu'il n'y a aucune urgence fermée. Mais là-bas, concrètement, elles sont fermées, les urgences. Donc ça veut dire si vous arrivez, c'est une maladie, une urgence extrême, vous êtes pris en charge. Si ce n'est pas le cas, on ne s'occupe pas de vous. Ça, c'est une réalité. Depuis 47 semaines, il y a une mobilisation. Un collectif qui se réunit tous les vendredis soirs devant l'hôpital. Voilà, et ils nous ont invités à aller à leur rencontre. Et puis on est rentré. Et puis on a vu
la déclaration du député local, député Rassemblement National. Et elle a dit, parce qu'en fait ils ont une mascotte là-bas, le collectif, ils ont une chèvre qu'ils amènent devant l'hôpital tous les vendredis, et ils sont 70, 80, 100, ils sont mobilisés, voilà, tous les vendredis. Elle, députée du Rassemblement National, elle écrit ah, les chèvres se sont réunies aujourd'hui devant l'hôpital. Alors peut-être que c'est drôle, hein, mais voilà, un député du Rassemblement National, à quoi ça sert quand il y a un hôpital dont les urgences sont fermées depuis 47 jours, que l'hôpital est menacé de fermeture dans les prochaines semaines, au lieu de se battre et de se mobiliser pour défendre l'hôpital de sa circonscription, il préfère insulter les habitants qui se mobilisent depuis 47 jours pour essayer de le défendre, cet hôpital. Ben voilà à quoi ça sert, c'est-à-dire strictement à rien, un député du Rassemblement National, quand il faut se battre pour les habitantes et les habitants de sa circonscription. Faites-le savoir, ça aussi, je pense que ça intéressera des gens. Alors comme il ne faut pas que je sois trop long, je vais juste vous dire, je pense que j'ai essayé de lister quelques éléments de la rentrée. La NUP dans tout ça, me direz-vous, bah, Pierre a raison, on n'est pas tous pareils. Chaque organisation politique, elle continue, et c'est normal, à avoir ses habitudes, ses réunions, ses moments, ses capacités d'expression autonome et ses capacités d'initiative autonome. Mais on agit ensemble. À l'Assemblée nationale, il faut qu'on agisse ensemble sur le terrain, il faut qu'on mène des campagnes ensemble, il faut qu'on mène des batailles ensemble, il faut qu'on permette à celles et ceux qui nous ont rejoints sans être membres d'une de nos organisations politiques, mais qui ont envie d'aider la NUP de pouvoir le faire, d'avoir un lieu pour s'exprimer, un lieu pour s'implanter, un lieu pour militer, un lieu pour donner le coup de main et pour participer à l'ensemble de ces initiatives. Vous inquiétez pas trop, depuis le début de la constitution de la NUP, on dit de toute façon, dans une semaine, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, moi j'ai fait 1 an de campagne présidentielle, on m'a dit pourquoi vous vous alliez pas avec les autres, et puis j'ai fait 2 mois de campagne aux législatives, on m'a dit pourquoi vous vous êtes alliés avec les autres. Voilà. Pendant 1 an, on m'a dit mais vous êtes d'accord sur tout et vous n'êtes pas alliés, et puis pendant 2 mois, on m'a dit vous êtes d'accord sur rien, mais vous vous êtes alliés. Donc attendez pas des médias qui vous applaudissent et qui vous disent que c'est super ce que vous faites. Ils nous diront en permanence que ça va exploser, que c'est fragile, que ça ne fonctionne pas. Moi ce que je sais, c'est que depuis qu'on est ensemble à l'Assemblée nationale, on a continué à travailler ensemble, on a renforcé nos habitudes de travail en commun, on a déposé des propositions de loi en commun, on a voté une motion de censure en commun, on a déposé une motion de censure en commun, on va déposer une proposition budgétaire alternative en commun, on va avoir un séminaire de rentrée en commun, on dépose des amendements en commun, on organise des initiatives comme la marche, je l'espère, demain en commun. Bon, on continue à travailler ensemble. Et puis en même temps, chacun continue, c'est normal, à conserver aussi ses capacités d'expression autonome. On n'a jamais dit qu'on allait se dissoudre tous dans la même organisation. Donc on va continuer à le faire. Et si parfois il y a des soubresauts, c'est la vie. On a besoin de rester rassemblés parce que les gens, ils ont besoin de ça. On a besoin de rester ensemble parce qu'on doit être prêt. On doit être prêt à faire en sorte que demain, l'alternative à Emmanuel Macron dans ce pays, ça soit nous et pas l'extrême droite. C'est pour ça qu'on se bat, on le sait tous. Donc on ne fera pas n'importe quoi et on compte sur vous pour faire ça. Tout d'abord, merci à tous les quatre pour ces interventions, je pense, pleines d'espoir pour nos futurs combats à mener. Nous allons passer maintenant la parole au public, avec, je crois, donc, une intervention de la FSU. Il y a un micro? Venez là, je passe pour les micros. Oui, il est là. Moi, je ne suis pas députée, alors j'ai écrit, c'est plus facile. Et bonjour à toutes. Comme j'ai trouvé la tribune très masculine, si vous me permettez, je vais féminiser le discours. Ça ira ? Merci pour vos interventions. La FSU, section locale Martigues-Port-de-Bouc, remercie les insoumises et insoumis de Martigues de leur invitation. C'est l'occasion pour nous de partager quelques minutes de votre temps pour vous dépeindre le tableau noir de notre rentrée scolaire. Pas si sereine que veut bien le dire le ministre. À ce jour, le gouvernement n'a pas apporté de réponse crédible à l'inflation. Pire, il cherche à accélérer sa volonté de démantèlement de l'État social
en fragilisant à nouveau l'assurance chômage et les retraites. Les syndicats de la FSU appellent à la grève le 29 septembre, aux côtés d'autres organisations, pour réclamer des revalorisations salariales. Même si à la rentrée, une enseignante et quelquefois un enseignant étaient devant chaque classe dans le premier degré, ce qui n'a pas été le cas dans le second degré, le volant des remplaçants et des remplaçantes disponibles sur Martigues et Port-de-Bouc est déjà sous tension, ce qui veut dire que très rapidement, on va connaître des difficultés de remplacement. Les Bouches-du-Rhône ne faisant pas exception à la crise sans précédent de recrutement, des contractuels et contractuels, enseignants, enseignantes et psychologues éducation nationale ont été embauchés suite à des job dating de 15 minutes et envoyés dans les écoles avec comme seuls outils leur bonne volonté et 4 malheureuses journées que le gouvernement ose appeler formation. Cela n'augure rien de bon pour un service public d'éducation qui se doit d'être de qualité. Nous le devons pourtant à nos élèves, nous le devons à vos enfants. C'est une question d'exigence, une question de respect, une question de société. Nos métiers ne s'improvisent pas. Recourir aux contractuels, c'est renforcer la précarité, c'est détruire le statut de la fonction publique, ça nous inquiète fortement. La précarité à l'éducation nationale, elle atteint des proportions inacceptables, avec l'école inclusive libérale, menée à marche forcée, sans moyens véritables, en ayant recours de façon massive à des AESH sous-payés, méprisés et malmenés par l'institution même qui les embauche. Cette politique déplorable se traduit par des situations de souffrance aussi bien pour les personnels que pour les parents et les enfants. Il faut que cela cesse. C'est une question de dignité. Les réseaux d'aide aux élèves en difficulté, les RASED, ont disparu, continuent à être démantelés, ils disparaissent tranquillement du territoire, emportant avec eux ce qui peut rester d'aide aux élèves en difficulté au sein des écoles, renvoyant aux familles la charge de trouver des aides à l'extérieur de l'école, renforçant ainsi les inégalités. Au-delà de la question des moyens, c'est un véritable changement de paradigme auquel nous assistons pour notre école publique. En Macronie, l'école du futur généralise les évaluations pour piloter le système par les résultats et instrumentalise les données chiffrées pour faire de la com. Il y a de plus en plus d'enfants handicapés dans les écoles, non, ça c'est instrumentaliser les données chiffrées. Dans cette école, les bons enseignants et les bonnes enseignantes sont celles et ceux qui appliquent des consignes gouvernementales, des protocoles clés en main, au lieu de réfléchir ou d'inventer. À la FSU, on se bat pour que nos métiers ne nous soient pas confisqués au profit d'une école où il suffirait d'exécuter. Résister pour nous, c'est aussi choisir des pédagogies émancipatrices. Reprendre la main sur nos métiers passe par des moments d'échange avec nos collègues. À Martigues, nous proposons une fois par mois des midi-pédas aux allumeurs d'étoiles pour débattre autour de nos pratiques. Nous continuerons contre vents et marées à porter l'exigence d'une école publique de qualité où toutes et tous les élèves ont leur place, à construire des collectifs de travail et de lutte, à être fiers et fiers de ce que nous sommes, n'en déplaise à nos gouvernants et à nos gouvernantes. Le projet de société porté par la FSU et celui présenté par la France Insoumise ont pas mal de points en commun. Face aux urgences climatiques, écologiques et sociales, nous devrons créer les conditions de mobilisation commune, à réellement co-construire ensemble dans un cadre large et ouvert avec les partis politiques qui partagent ces valeurs, aujourd'hui rassemblés dans la NUPES, avec les syndicats et les associations réunies dans le cadre du Plus Jamais Ça, cela dans le respect de l'identité et de l'indépendance de chacun et chacune. Merci. Je passe maintenant la parole au représentant de la CGT. Bonjour. Merci de nous avoir invités à cette réunion. C'est l'occasion pour la CGT de se présenter pour ceux qui ne connaissent pas et puis de dire un peu le travail qu'on fait en ce moment. Donc l'union locale CGT de Martigues, ça couvre les communes de Saint-Mite, Martigues, Châteauneuf, Carie, Saussay, Ansuez et Le Rove. Voilà. Donc il y a 1500 adhérents à la CGT sur cette UL. Le gros bataillon, c'est les camarades de la pétrochimie, hein,
Il y a plus de 500 adhérents sur la raffinerie Ineos, la raffinerie Total et le syndicat NAFTA Kemoine. Ensuite, il y a environ 400 adhérents dans la fonction publique, puis après, c'est plus diffus, quoi. Donc, on a eu notre congrès au mois de juin, et bon, on a fait notre congrès, et on s'est fixé 2 objectifs pour les 3 ans à venir. D'une part, travailler sur la résorption de la précarité. Alors, la résorption de la précarité, ça touche tous les secteurs, mais ça touche beaucoup donc la chimie, quoi, la pétrochimie, quoi. C'est tous les CDI chantiers, les CDD, l'intérim, les travailleurs détachés, enfin toute une foule extrêmement importante de salariés qui n'ont pas accès au statut, quoi. Donc on va travailler là-dessus. Ça touche aussi la fonction publique, que ce soit l'éducation nationale, l'hôpital ou les territoriaux. Il y a des statuts il y a des salariés qui travaillent qui ne sont pas fonctionnaires. Donc on va travailler là-dessus. Là, je suis accompagné par mon camarade Karim, qui est responsable donc du collectif privé d'emploi et précaire au sein de notre union locale. Alors, un de nos axes de combat, c'est notre revendication à la CGT qui est vieille, là, qui date de 2006. C'est le nouveau statut du travailleur salarié. Alors, le nouveau statut du travailleur salarié, c'est l'idée qu'un salarié a des droits qui lui sont acquis sur sa personne et qu'il peut porter quand il change d'entreprise. Notamment des droits au travers du chômage, de la formation, des garanties de ce type. Donc ce nouveau statut du salarié, il est assis sur ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle. Donc, comme vous disiez tous les deux, on n'est pas tous, même si on est dans le même camp et on a les mêmes combats, on n'est pas tous exactement pareils. Par exemple, la différence qu'on a sur notre projet à la CGT et que la France Insoumise a sur le projet que vous appelez Garantie Emploi, je crois, c'est nous, on tient à ce que ça soit adossé à la sécurité sociale. Ça veut dire donc que c'est financé par les cotisations sociales et c'est donc financé directement sur la création de valeur au sein de l'entreprise. Donc vous avez le projet qui recouvre exactement la même préoccupation, hein, de garantir des revenus et une vie décente à tout le monde. Vous, votre projet, il est financé sur l'impôt et donc par la création d'emplois. Donc ça, c'est un sujet de débat entre nous qui n'est pas très grave. Je pense, vu qu'on a le même but, on peut s'arranger, mais enfin, il y a quand même une différence. Donc nous, à la CGT, on est clairement le syndicat des allocations et du travail. Hein, on est vraiment le syndicat. Le syndicat du travail, en sachant que le travail, c'est quand même une notion extrêmement large, qui couvre donc l'emploi, qui couvre ce nouveau statut du salarié. On est pour le statut de fonctionnaire, on est pour les conventions collectives, on est pour les travailleurs à statut. Voilà. Tout ce qu'ils n'aiment pas, nous on l'aime, et on veut que à chaque fois qu'on peut gagner une garantie pour un travailleur, on se battra là-dessus. Donc les allocations, on aime ça et on va les défendre quoi qu'il arrive. D'ailleurs le 29, la manif qu'on organise à Marseille, elle est clairement pour l'augmentation des salaires et des minima sociaux. Donc on lie les deux. Et je pense que c'est important de lier les deux, puisque un de nos axes de travail, on parle beaucoup de concepts les uns les autres, mais un des concepts forts qu'on développe à la CGT dans les Bouches-du-Rhône, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Donc, convergence des luttes, à chaque fois pour qu'il y ait convergence des luttes, il faut qu'il y ait lutte. Hein. Mais à chaque fois qu'il y a lutte, on essaie de créer des convergences. Donc ça, c'est le premier thème qu'on va travailler, la lutte contre la précarité. Le deuxième thème, c'est la défense de l'hôpital. Alors on a pris un axe un peu particulier dans le sens où on a une conférence de presse le 20 septembre à la maison des syndicats à Martigues et c'est une conférence de presse des 6 syndicats structurés sur le territoire de Martigues. Puisque la CGT, bon, si vous me permettez une parenthèse, la CGT c'est une organisation qui a un fonctionnement différent des autres organisations. On a un fonctionnement qu'on appelle le fédéralisme, c'est-à-dire que chaque organisation est autonome. Donc, à l'Union locale de Martigues, il y a environ 1000 de nos 1500 adhérents qui sont affiliés dans un syndicat, et puis il y en a 500 autres qui sont affiliés directement à l'Union locale parce qu'il n'y a pas de syndicat autonome. Donc là, la conférence de presse qu'on fait, on travaille ensemble, hein, bien sûr, il n'y a pas de dispute, mais la conférence de presse qu'on fait, c'est les syndicats qui la font. C'est-à-dire que le syndicat de NAFTA Kemoine, enfin c'est le côté NAFTA, a lancé cette action en interpellant son employeur au CSE en disant t'es notre employeur, tu nous dois la sécurité et
on te demande de vérifier si tu es en situation de nous l'assurer, parce que d'après nous, les urgences et l'hôpital de Martigues, s'il y a un accident majeur dans la pétrochimie, n'est pas en mesure de répondre. Donc la démarche est de dire on interpelle nos employeurs pour les rendre responsables de ce qui se passe à l'hôpital. Donc ça, c'est la démarche qu'on dit ici le 20 septembre. On fait la conférence de presse, bien entendu, comme par hasard. Le 22, il y a la mobilisation sur la santé. Hein. On a fait notre truc comme ça. Alors, je reviens sur le fédéralisme. Donc, à la CGT, chaque organisation a une grande autonomie. Donc ça tient à notre histoire, puisque la matrice de création de la CGT, c'est largement la Commune de Paris, quoi. Et la Révolution française avait interdit les syndicats au travers de la loi Isaac Le Chapelier. Et on a pu retrouver une autorisation de créer des syndicats à partir de 1884, après la Commune de Paris, quoi. Donc la matrice, c'est la Commune de Paris, et la CGT a été la réunification de plusieurs tendances. Donc il a fallu harmoniser tout ça, et c'est pour ça qu'on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qu'on appelle le fédéralisme. Ça a été mis en place au congrès d'Amiens en 1906, avec ce fonctionnement. Il y a aussi eu la charte d'Amiens. Donc c'est notre histoire, on est très fiers. Et pour vous dire, on est un peu vexés quand il y en a qui s'en moquent. Bon, hein, parce qu'il y en a qui ont critiqué notre fonctionnement et la charte d'Amiens. Ça ne nous a pas plu, ça ne nous empêche pas d'être ici et d'en discuter, mais c'est aussi respectable que d'autres fonctionnements. Il y a des organisations qui ont un centralisme très fort, il y a le centralisme démocratique, il y avait des fonctionnements en tendance. Je crois que vous êtes en mouvement gazeux, c'est ça? Non? Donc j'ai pas du tout envie de me moquer, c'est une organisation qui peut-être fonctionne, mais nous c'est le fédéralisme et c'est les rapports à la charte d'Amiens. Et donc voilà, c'est notre manière de faire, et je pense qu'on peut être respecté pour ça. Donc la dernière chose que je voulais dire, c'est, bon bien sûr 22-29 on l'a dit, dans les Bouches-du-Rhône, notre secrétaire général des Bouches-du-Rhône, Olivier Matteux, a proposé qu'il y ait une marche pour les salaires le 22 octobre, samedi 22 octobre. Parce que c'est vrai que la question de créer les conditions aux salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève, de participer, donc on lance l'initiative d'une marche le 22 octobre. Voilà, donc comme disait, c'est Pierre qui disait, tout est bon à prendre, quoi, toutes les manifs s'additionnent, et donc nous il y aura le 22 octobre. Pour la mobilisation du 29, on essaye de faire monter les grèves. Il y a eu la grève dans l'énergie le 12 septembre, avec des bons résultats de mobilisation. La raffinerie de Total et le NAFTA se mettent en grève 27, 28 et 29. Donc ils font 3 jours de grève pour préparer le 29. Donc je ne sais pas si les choses vont se développer, mais nous, on pense que oui, parce que la colère elle est là, hein, c'est clair. La colère est vraiment là. Dernière initiative qu'on prend, le 12 octobre, on aura un rassemblement à midi devant la maison des syndicats en solidarité avec Salah Hamouri, parce que la tradition de la CGT, c'est de s'occuper des revendications locales, mais c'est aussi de s'occuper des questions internationales. Et donc voilà. Donc je vous ai un peu dressé le portrait de ce qu'on fait, et merci de nous avoir invités pour pouvoir nous présenter.